Salut à tous. Suite de cette saga Sixers Grizzlies, en fait, dont ces deux équipes sont les stars, et puis finalement, il y a plein d'autres role players tout autour. C'est ce que j'ai déjà commencé à aborder à l'épisode 1. On va, dans cet épisode, d'abord parler d'un système lucratif pour l'utilisation de Ben Simmons. Ensuite, et au-delà et tout le temps autour, on va avancer la saison, bien évidemment, et puis il y aura des petits focus sur les Chicago Bulls, ainsi que sur les New York Knicks, et enfin sur le Magic d'Orlando, sans oublier d'aller faire un petit tour du côté d'une équipe mystérieuse, les Dallas Mavericks. Comme ça, vous découvrez un petit peu qui est allé à quel endroit et comment sont constituées les équipes au fur et à mesure. C'est un petit peu mieux que si je vous balance tout d'un coup. En tout cas, je trouve que ça préserve une forme d'intérêt. Ben Simmons, c'est un joueur supra-athlétique qui n'a pas de shoot extérieur. Par contre, au drive, il est phénoménal et plus il se rapproche du cercle, plus il est efficace. Il a un petit skyhook aussi, hein, il a des petites choses comme ça qui sont assez précieuses, mais je voulais vous parler d'un petit système rigolo, ce Fist 35 Quick 3, qui prend tout son sens avec ce type-là. J'avais développé un peu en long et en large, mais plutôt dans l'esprit d'un shooter ce système-là dans un épisode avec les Pacers, très ancien, datant de l'automne dernier. Mais le système reste très très efficace. Regardez, il y a Ben Simmons qui va se débarrasser de son défenseur, ou pas d'ailleurs. Regardez, il y a c'est Isaac Bonga. J'ai un peu ralenti, hein, vous voyez qu'on n'est pas en vitesse normale. Isaac Bonga, le meneur backup rookie 2018 des Lakers. Ben, très athlétique, hein, pour le coup, qui avait réussi à échapper aux écrans. Là, par contre, il n'a pas échappé aux écrans, et hop, c'est carrément une provocation de faute flagrante pour Anthony Davis. Ok, là aussi, un petit système identique au ralenti, où on voit que le meilleur a été pris sur le défenseur. Dès lors, le chemin vers le cercle est quasiment ouvert, et Ben Simmons peut faire parler ses qualités athlétiques hors du commun, hein, je crois qu'on peut quand même le dire. Hein. Donc voilà. C'est un système qui est classifié dans les stratégies du jeu, il est classifié dans les options pick and roll. C'est normal parce qu'en fait, quand le gars qui est prévu pour ça, pour qui on a appelé, reçoit le ballon, c'est vrai que ça peut partir en pick and roll en fait. Surtout si le défenseur a suivi, bien évidemment. Si le défenseur n'a pas suivi, bah, chemin ouvert vers le panier, voilà. Et puis sinon, on peut aussi poster, regardez comme ici sur Malik Beasley, l'arrière ailier des Nuggets. Voilà, donc des petites situations de jeu sur lesquelles Simon s'est particulièrement, je dirais, mise en valeur, hein, tout simplement. Allez, chemin ouvert, là. Hop, là, c'est du régal quand on en est là. Et puis, on se permet le luxe de faire un petit skyhook à la finition. Donc, il y a plein d'autres systèmes, de toute façon, qui peuvent le faire briller. Je pense notamment à des systèmes en punch. Il y a le punch 5, il y a le punch 45X. J'en parle dans mes épisodes avec les Spurs, tout ça. Il y a le punch 5 Horns Fist 2, qui est aussi un système vachement précieux pour créer cette fois-ci une mismatch. Parce qu'en fait, je trouve que c'est intéressant de jouer à ce jeu-là en provoquant en essayant de pas seulement je dirais voir ça comme un jeu de stratégie lorsqu'il s'agit de manager en fait, hein, mais également quand il s'agit d'avoir la manette en main et de jouer. C'est-à-dire qu'on évite le hero ball, on évite de tout miser sur les contre-attaques parce que notre défense elle suffira jamais à avoir autant de contre-attaques qu'on voudrait. Hein. On se retrouve quand même assez souvent sur attaque placée. Donc il faut avoir des petites solutions. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire appel à des systèmes qui provoquent des choses intéressantes. Alors voilà, hein, en voyant des choses intéressantes, il y a les mismatchs que certains systèmes peuvent créer. On a également justement hein, le décalage avec le défenseur. Je vous parlerai dans un futur épisode de ce que je peux utiliser pour rentabiliser un joueur comme Joel Embiid, parce que je pense que si on joue avec les Sixers, il faut pas négliger, hein, c'est bien d'utiliser Ben Simmons à fond, mais il faut pas non plus oublier d'exploiter à fond le potentiel et les qualités
de Joel Embiid. Il faut y penser, voilà. Et donc, pour cela, il y a pas mal de petits systèmes qui peuvent être rigolos. Système au poste, système de petits shoot à mi-distance, système de pick and fade. Mais je ne ferai pas de Joel Embiid un joueur qui s'excite à trop sur la question du 3 points, parce que je trouve que c'est une petite dérive qu'il y a eu dans le jeu des Sixers au cours de notamment des playoffs, mais aussi de la régulière, hein, où je trouve que Embiid, qui a les moyens d'être le pivot dominant de la ligue, hein, quasiment le pivot inarrêtable, peut-être avec un Karl Anthony Towns, hein, si ce dernier s'en donne les moyens, eh bien il y a vraiment moyen pour que Embiid soit totalement dominant, inarrêtable, et donc par là même autant bosser des systèmes à l'intérieur. Vous avez vu qu'on a eu là 2 blowouts successifs, voilà, avec notamment le Miami Heat qui a vraiment souffert contre cette équipe des Sixers qui commence à trouver ses marques. Je vais pas seulement jouer, hein, vous vous en doutez. Je voudrais avancer cette saison et donc simcast à fond les ballons, mais pas que. Vous allez voir qu'à des moments, je m'arrête pour jouer un petit peu, ou bien je termine un match. Enfin bref, rien de bien surprenant là encore pour ceux qui connaissent ma façon de procéder. J'aime bien avancer sans envoyer sur simuler un mois d'affilée, quoi. Et puis aussi pour une bonne raison, hein, c'est que je me suis déjà aperçu que quand vous faites ça, simuler tout d'un coup, bah vous avez des blessés qui apparaissent et finalement vous êtes tout le temps coupé. Vous pouvez pas avancer réellement. Alors, je préfère encore simuler, on va dire doucement, mais sûrement, et en provoquant pas comme ça un excès de blessures. Après, c'est bien qu'il y ait des blessures aussi, hein, parce qu'en NBA il y a des blessures, hein, on va pas se mentir. Là on est dans une fin, et de sacrées blessures d'ailleurs, on est dans une fin de match entre les Sixers et les Warriors, où nous avons eu l'avantage, mais ça aurait été sacrément serré, et JJ Redick, notre artilleur en chef, aura joué tout son rôle. Et puis, allez, on s'intéresse un petit peu aux Grizzlies, là, qui jouent un match du côté de Denver, qui est pas évident. Pas évident d'aller jouer à Denver. J'ai un petit peu modifié la rotation, en fait. Je l'ai modifié en ce sens que, alors là, bonjour le fadeaway de Niko Jokic. J'ai modifié la rotation, ouais, parce qu'en fait, il y a certains joueurs que j'ai peut-être un petit peu plus de mal à exploiter et vis-à-vis desquels j'ai une confiance limitée. Du coup, je me recentre sur ce qu'on peut voir, pas mal de minutes à Jackson, à Favors, Morant, même Nerlens Noel en sortant du banc, je lui file 27 minutes parce qu'on fait à des moments jouer Favors en 4 aussi. Donc en fait, en gros, les trois intérieurs se partagent les 48 minutes des deux postes, donc les 96 minutes, donc ça nous fait un bon temps de jeu pour les trois. Puis on s'aperçoit que on a beau ne pas être parti pour ça, parce que je vous le dis très nettement, jamais au grand, jamais je n'ai espéré ou prévu de tanker comme un gros porc pour appliquer une vieille stratégie qui finalement nous amènerait à ce que toutes les parties se ressemblent, qui est vous prenez une équipe en reconstruction, vous tankez comme un porc, et puis comme par miracle, vous avez du cap space l'année d'après, plus 2 ou 3 bons jeunes joueurs, et puis vous êtes champion en 3 ans. Bah, j'ai envie de sortir de cette logique-là, j'ai envie d'être un poil plus raccord avec ce que peut être vraiment le développement d'une franchise comme celle des Grizzlies, qui a comme ça fait face au départ de Marc Gasol et Mike Conley, ces deux joueurs phares, voilà, et pas que. Hein. Donc, bon, je dirais, ouais, joli poste là de Butler. Hein, ça aussi, c'est un truc que j'évoquerai. Comment optimiser Jimmy Butler. Dieu sait s'il y a moyen. Jimmy Butler, joueur pétri de qualité. Moi, on n'utilise pas Jimmy Butler comme on utilise Kawhi Leonard, par exemple. Voilà. On n'utilise pas Paul George non plus de la même manière. Il y a des similarités, mais il y a aussi quand même pas mal de différences.
Voilà, toujours pareil, le petit système. Là, c'est un petit système à 3 points. Vous avez vu? Il n'a pas réussi, Redick, à se débarrasser du défenseur. Du coup, il appelle un écran. Ça, on en a l'habitude, hein, surtout ceux qui jouent aussi en My Career. J'ai cru comprendre que l'utilisation de l'écran était un petit peu le sport national. Voilà, moi je joue pas en My Career. Je joue que en My League, en My GM et en dérivé, commencer maintenant, etc. Parce que le My Career m'a saoulé depuis certaines années. Donc je préfère beaucoup le reste. Voilà. Donc jolie victoire du côté des Lakers. Lakers, donc vous avez au passage pu voir un petit peu comment l'effectif était constitué. Il faut quand même apporter une petite précision, c'est que ils n'ont pas leur meneur habituel. On parlerait un petit peu plus loin ou dans l'épisode 3 de qui est leur meneur habituel. Alors, petit focus cette fois-ci sur les Bulls. Donc j'évoquais dans l'épisode précédent le fait que cette équipe est super excitante et prometteuse. La même base que le 5 majeur qui a terminé la saison dernière, plus la draft de DeAndre Hunter, plus le recrutement de Colestein pour muscler un petit peu l'intérieur, plus un pari sur le jeune Huggins. Je vous en avais parlé au moment de ma mock draft. Vous avez dit qu'au niveau du deuxième tour, et d'ailleurs sûrement pas dans les premières places au deuxième tour, hein, c'était quelqu'un, Huggins, sur lequel j'avais un petit coup de cœur. Et les Bulls ayant pas une ambition énorme, donc le temps de développer, plus un peu de cap space, parce qu'on sait que dans tout cas, les rookies vont vous demander pas mal d'argent lorsqu'ils n'ont pas été draftés, ou quand ils ont été draftés, mais pas validé. L'option de l'équipe pour les conserver n'a pas été en quelque sorte activée, hein. Du coup, au lieu d'avoir un petit contrat rookie de pas grand chose, c'est un petit bug du jeu. Ils veulent 5, 6, 7 millions assez facilement. Bon, Huggins, il les a eu parce que j'ai fait signer du coup un contrat longue durée et comme ça, le joueur est bien, on va dire, verrouillé pour pas mal d'années. J'ai fait une partie récemment, c'était avec les Pistons, dans laquelle Huggins, en milieu de 3ème année, il était à 76. Donc ça prouve bien que, et c'était la même classe de draft, bien sûr, un joli Eurostep de James Harden. Donc Huggins, pas un mauvais investissement, très clairement, pas un mauvais investissement. Si le type a le même impact, alors on voit qu'on est quand même parfois dans des grossières erreurs du côté de ces Bulls. Si le type est dans le même, dans la même qualité que ce qu'on a pu voir là dans le jeu, bah nul doute que ce type-là, on en parlera en NBA dans les années à venir. J'ai foi en lui. J'ai foi en lui et en son copain, comment il s'appelle, Tyler Hero, le jeune qui était dans la même université. Donc sinon il y a un match, hein. Et puis les Chicago Bulls sont presque en train de mener la vigueur à ces Rockets. Regardez la jolie show Chris Dunn pour donner 6 points d'avance à moins d'une minute de la fin. Après, les Rockets vont un peu s'enflammer, ce qui fera que le fall game durera un petit peu longtemps avant qu'on arrive à piquer un ballon et conclure sur contre-attaque pour assurer un break définitif. Mais ça n'aura pas été chose facile. Les Rockets nous auront opposé une jolie résistance. Voilà, mais en tout cas, encourageant de voir cette équipe-là des Bulls. Et puis, j'ai un projet pour elle. J'ai un projet, c'est de profiter du fait que les Raptors vivent une très mauvaise saison. Ils voudront peut-être dégraisser et récupérer quelque chose en échange des quelques mois de contrat restants de Kyle Lowry. Et je me disais que un trade assez plausible, ça pouvait être Chicago qui envoie un tour de draft. Ils sont à la lutte pour les playoffs, hein, donc c'est pas... Et qui envoie autoporteur en échange de Kyle Lowry. Après, on peut bricoler avec 1 ou 2 joueurs de chaque côté autour, mais sur l'essentiel, voilà, c'est une petite idée que j'avais comme ça au moment de la trade deadline pour rendre les choses un peu plus réalistes. On continue ensuite le petit tour du côté des franchises qui ont peut-être le potentiel de, je ne sais pas moi, accéder à un statut un peu supérieur là dans l'année ou dans les années qui peuvent venir avec les Knicks. Alors des Knicks qui sont très évidemment
orienté autour de Kevin Durant, R.J. Barrett, D.D. Jordan. Je me suis dit qu'en fait il n'était pas impossible. Bon, c'est avant la rupture du tendon d'Achille de Durant, hein. Évidemment, hein, vous en doutez bien. Je me disais qu'il n'était pas forcément idiot d'imaginer que Durant soit accompagné de la resignature de D.D. Jordan, vu que c'est un petit peu un pote à lui en fait. En tout cas, ils ont une bonne relation tous les deux, et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas inenvisageable que si Durant va du côté des Knicks, D.D. Jordan re-signe. Voilà, c'était un truc comme ça, et puis vous pouvez apercevoir dans le 5 majeur des Knicks, vous avez pu peut-être apercevoir l'ami Kyle Kuzma. Alors comment est-ce qu'il est arrivé là? Tout simplement via un trade entre les Knicks et les Lakers. Jusque là, rien d'anormal. Mais en fait, ce trade est arrivé parce que Lonzo Ball avait fait partie d'un trade assez massif qui avait permis aux Pelicans d'obtenir du joueur en échange d'Anthony Davis, du joueur et du tour de draft. Un petit peu comme ce qu'on peut pressentir éventuellement comme un transfert réalisable. Et donc là, on va se faire crucifier. Regardez-moi ça, il y a une personne qui est sortie sur Klay Thompson. C'est un vrai penalty. Hein. C'est un vrai penalty. Et du coup, il y avait eu Ball qui était parti de la New Orleans dans la foulée du côté des Suns qui ont besoin d'un meneur. Et on avait écouté le père Lavar Ball hein, sur ce coup-là. Non, je rigole. Et puis ensuite, Dennis Smith, qui est un copain, en tout cas, qui est apprécié par LeBron James, avait fait le chemin vers Los Angeles. Ça tombe bien parce que les Knicks, eux, par contre, avaient besoin d'un poste 4. Donc, tout le monde était satisfait. Finalement, gagnant-gagnant l'histoire. Et là, je vous montre un petit truc qui est rigolo. C'est un système que j'utilisais souvent suite à avoir joué avec le Miami Heat. J'utilisais souvent ce système-là en clear. Un Fist 25 clear, alors où en fait, il y a comme ça, en général, l'ailier qui va servir l'arrière ou l'autre ailier, et il va y avoir un écran qui va être posé, et cet écran va permettre au porteur final de balle de soit partir en pull-up, soit aller en pénétration, soit même aller peut-être provoquer, shooter derrière l'écran, hein, ça peut arriver aussi. Bref, un système sympatoche que j'ai déjà évoqué, je pense, hein, dans mes épisodes avec le Miami Heat, parce que je l'utilisais beaucoup par là-bas, et qui permet notamment à R.J. Barrett ou à tout autre joueur athlétique, agile, doué, bref, ce que vous voulez, ce calibre-là de joueur, hein, qui sait finir comme ça au cercle, par exemple, qui a un bon petit shoot à mi-distance aussi, d'obtenir des actions plutôt satisfaisantes. Voilà. Et donc, voilà, ça enchaîne avec des Sixers qui vont se taper les Nuggets assez facilement. Il y a quelque chose une tendance qui commence à apparaître au fur et à mesure, c'est que ces Sixers, je ne les imaginais pas du tout aussi forts. On est là sur un ratio victoire-défaite qui dépasse très 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 largement ce que j'aurais pu imaginer, mais ça prend aussi en compte les simcasts. Hein. Et puis par contre, du côté des Grizzlies, c'est un petit peu le scénario inverse. Alors là, il y a quand même une victoire méritoire contre les Suns qui ont une bonne équipe. Hein. Bonne équipe, hein. C'est moi. Il y aura un moment donné où je vous montrerai les Suns dans un prochain épisode. Ils ont une équipe qui est assez jolie, qui peut peut-être enfin décoller. Vous avez vu, il y avait un petit duel aussi là contre les Raptors là qui était en voie. Il est en train d'arriver, pardon, pour les Grizzlies. Raptors qui sont très mal, les Grizzlies qui sont de plus en plus mal. Je vous avais dit hein, que je ne comptais pas tanker. C'était pas du tout dans mon intention, mais je crois qu'on est en train de réaliser
que la saison va être assez mauvaise au niveau du bilan. Alors c'est vrai que, bon, au niveau tour de draft, les Grizzlies, bah, c'est pas non plus horrible s'ils avaient comme ça une saison absolument affreuse. Le tour de draft 2020, le premier tour, il est la propriété des Celtics, mais il y a une protection dessus. Une protection top 5, et je crois que c'est seulement en 2021 qu'elle tombera, cette protection. Donc il y a encore, entre guillemets, une année pour reporter finalement le fait de céder ce tour aux Celtics, quoi. Donc, traduction. Ah ouais, là c'est horrible, on a foiré notre action. Et alors que Vucevic nous avait tué, puis même avec Miles, là je vais rater. Oh là là, c'est horrible. Franchement, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Traduction donc, si on perd, ben c'est pas très très grave. Mais je le fais pas exprès, je tiens à le dire. Je tiens vraiment à le dire. Donc ensuite, petit focus sur le Magic qui a, outre ses jeunes et ses cadres qu'on connaît, fait l'acquisition de Derrick Rose. Derrick Rose ainsi que Carmelo Anthony qui sont venus comme ça apporter leur expérience. On peut noter également la présence de Kevin Porter Jr. Voilà, intéressant. Hein. Puis sinon, tout le reste, c'est du bon Orlando Magic qu'on connaît déjà. Alors c'est vrai que moi, je sais que forcément Bamba Isaac, ça a un immense potentiel. Je pense que Fultz, si on est un petit peu patient, ça peut aussi faire très mal. Vous rajoutez Porter, vous arrivez déjà à 4 joueurs sur 5 qui peuvent probablement être super forts. En fait, sur, je ne sais pas moi, 2, 3 ou 4 années. Et du coup, c'est vrai que ça n'engage pas à grand chose d'avoir cette prolongation de l'été 2018 pour Aaron Gordon. Là, c'est pas très grave parce que il aura, pour ainsi dire, soit terminé son contrat, soit il sera en dernière année, au moment où l'équipe sera peut-être super compétitive et aura peut-être besoin de l'échanger sur un contrat expirant. Donc, si on se projette à 2, 3, 4 ans, cette équipe, elle a un avenir immense en fait. Parce que des jeunes de grand talent, elle en a. Et puis c'est après tout le plus important, c'est le plus important, c'est de les avoir. Parce qu'une fois que vous les avez, il y a ces 4 années de contrat rookie, et derrière vous pouvez vous aligner. Ça peut faire jusqu'à 9 années, pendant lesquelles vous avez ces joueurs-là, en tout cas chacun d'entre eux, quoi. Ça permet, en tout cas, voilà, de créer une génération, de créer une équipe. Et je trouve que ce Magic là, enfin en tout cas moi si je devais le mener à son terme, je serais super enthousiaste d'avoir ce roster là, parce que je le trouve vraiment intéressant. Voilà, donc on continue un peu de simcast par-ci, par-là. On ne rentre en jeu que lorsque le besoin s'en ferait sortir. Tu vois, Zion Williamson là qui est un monstre athlétique. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Puis on s'amuse un petit peu quand même. Voilà, faire pick and roll. Il y en avait un premier pour changer de défenseur sur Butler et un deuxième qui a permis à Butler de déborder ce défenseur, en l'occurrence Stan Johnson. Voilà, excellent. Les petits pics qui permettent de créer des mismatchs et puis ensuite ensuite vous allez comme ça pouvoir driver. Donc voilà des petites séquences qui sont intéressantes parce que je vous rappelle que quand on simcast, si on rentre en jeu, alors le playbook qu'on a peut-être installé à l'avance, c'est mon cas, j'ai installé un playbook, eh bien n'est pas celui que vous avez mis quand vous avez installé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'étais clair, mais toujours bref, vous n'avez pas votre playbook. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est assez gonflant. Donc plus de pick and roll fatalement, plus de pick and roll parce que les systèmes, encore une fois, sont pas tous ceux qu'on pourrait souhaiter. Et là,
et ben là, on est marron, voilà, on est allé perdre du côté des Pistons. C'est pas franchement glorieux, j'ai pas l'impression que ce soit l'adversaire le plus difficile qu'on ait pu rencontrer, mais voilà, une deuxième défaite. C'est pas dramatique non plus. Et puis par contre, le match d'après, on l'avait simcasté, celui d'encore après, j'avais envie de voir Cam Reddish en action. Cam Reddish, le prodige, drafté là dans la partie par les Cavs. Ah, il y avait le choix, hein, vraiment là, hein, pour ce pick 5. Il y avait le choix entre Reddish, DeAndre Hunter, et puis s'ils avaient voulu, hein, je ne sais pas moi, par exemple, celui qui a atterri là du côté de Washington là dans ma draft, c'est le nom, j'ai le nom sur la langue, c'est ce combo, hein, ce combo garde, voilà, White, c'est ça, voilà, White, et bon, c'est vrai que moi c'est ce que j'ai projeté, mais on peut imaginer beaucoup d'autres choses, hein, mais c'est parce que j'avais mis Culver aux Lakers en 4 en fait, et après fait le trade avec Anthony Davis, etc. Bref, les Pelicans ils se retrouvent avec Garland, Culver et Williamson, ce qui est, on peut dire, sont pas malheureux quoi, sont pas malheureux. Et à l'arrivée, voilà, je trouve que ça c'était correct la mock draft là que je vous avais proposée, elle me semblait pas déraisonnable, même si évidemment on peut imaginer que peut-être les choses se passeront différemment. De toute façon, ce serait super étonnant d'avoir comme ça vu la pile la bonne mock draft. Je vous avoue, ça me surprendrait. Donc il y aura forcément des différences, mais l'avantage aussi, c'est que dans cette partie, je pourrais éventuellement modifier un peu pour recoller à la réalité s'il y a des choses qui sont trop délirantes, pour monter des trades, etc. Donc peut-être avoir quand même une meilleure longévité de partie. Vous avez vu là, joli move de Porter là, hein, un peu pas par hasard que j'avais reconnu un petit peu la situation avec le Magic avant de les rencontrer avec mes petits Sixers. Et le match est serré. Le match est serré. On voit que c'est effectivement une équipe qui ne plaisante pas. Ce Magic là, ils sont sympas. Melo notamment a fait un bon match contre nous. Après, c'est sûr qu'on a des arguments. Regardez là, petit drive avec une fixation de Embiid qui ressort pour Simmons qui vient comme ça driver. Le défenseur avait du retard et c'est vrai que tout de suite, il y a des grosses différences. Je trouve que Redick s'affirme de plus en plus comme le shooter qu'on connaît, hein, le shooter qu'on connaît. Mais c'est rare que j'ai autant de réussite à 3 points avec un joueur. En général, j'ai plus de mal en niveau superstar, comme ça, j'ai moins bon pourcentage. Redick a vraiment un très bon pourcentage. Et Ben Simmons fait vraiment des cartons. Donc, ok, on verra un petit peu si le truc perdure. Donc là, j'avais pas enregistré, mais voilà, on a gagné contre les Hornets. Et puis dans la foulée, on change de conférence, on va du côté des Grizzlies pour terminer cet épisode. Alors, les Grizzlies, pendant ce temps-là, petite modif, j'élargis un peu la rotation en fait. Je l'élargis parce que j'ai bien envie, tout simplement, de continuer, puisqu'on n'a plus une pression réellement de résultat. J'ai envie de faire jouer, je ne sais pas moi, environ 12 minutes certains jeunes, alors que sinon peut-être je ne les ferai pas jouer, voilà, c'est juste ça quoi. Et je me dis que, en fait j'ai pas de preuve de ça, hein, mais je me dis que peut-être qu'en les faisant jouer 10-12 minutes certains, par exemple Ivan Rabb, voilà, hein, parler d'un gars en particulier, quoi, hein, c'est un exemple. En faisant jouer 10 minutes ou 12 minutes, peut-être le mec progresse plus vite. Je l'ai fait s'entraîner en intensité très élevée, j'essaye vraiment de booster le truc. Puis du coup, je me suis amusé à jouer, je pense que vous le savez un petit peu, j'aime bien jouer avec les Spurs, de toute façon j'adore les Spurs. J'ai joué avec les Spurs contre mes Grizzlies, en fait, voilà, en prenant les petits maillots vintage là, de la fin des années 90, début des années 2000. Et bon,
début de match plutôt correct, avec des Spurs qui déroulent. Et puis quand même, à ma grande surprise mais agréable, des Grizzlies qui vont commencer à être un petit peu pénibles et qui vont bien s'accrocher. Ça fait plaisir. Avec notamment du Favors qui fait un super match, des petits pull-up là de Ja Morant parce qu'il est mal défendu. Donc intéressant, intéressant. Après, c'est vrai que peut-être Aldridge est dur à freiner, mais à l'intérieur, c'est pas encore là. Moi, je trouve qu'on est le pire. Hein. Je trouve que cette équipe des Grizzlies là en version donc 2019-2020, même si on voit là un joli teardrop de Wright, je trouve que là où elle est la plus désastreuse, c'est quand même sur les postes 2 et 3. Voilà. Parce que Ja Morant, bah, on y croit dur comme fer. À l'intérieur, honnêtement, Jaren Jackson Jr., pour moi, c'est un peu le Draymond Green des années 2020. Donc j'y crois, mais plus que j'y crois, en fait, je suis certain que ça devient un monstre absolu, la jolie égalisation de Paddy Mills. Et donc, pas de problème là-dessus. Favors, Noël, qui partage le poste 5 avec un peu de Favors en 4. Honnêtement, c'est pas ça qui est un facteur limitant. Non, c'est plus le poste 2 et le poste 3 qui sont complètement cramoisis, quoi. Et donc, soit là, il y a quelqu'un qui va éclore, soit il va falloir qu'on aille... moi, j'espérerais plutôt trouver un jeune, en fait, pour être franc. Voilà, j'espérerais drafter, ou j'espérerais peut-être trouver une bonne pioche. Mais même si j'ai de l'argent disponible et que ce sera pas le cas, hein, puisqu'il a re-signé, mais pour donner un exemple, Klay Thompson qui serait sur le marché par exemple, ben j'irai même pas le chercher parce que j'aimerais que cette équipe suive une croissance un peu plus réaliste en fait que d'aller chercher comme ça une superstar à l'été d'après et encaper et accumuler de très bons résultats trop vite, quoi. On peut constater qu'on a battu les Mavs. C'est encore un petit focus que je propose sur une autre équipe. Des Mavs, bah oui, autour de Doncic, Porzingis. On a vu dans l'épisode précédent que Valanciunas, on l'avait transféré là-bas, on leur avait fait une fleur. Leur meneur, c'est Ricky Rubio. Et la rotation, hein. Il y a du temps de jeu, par exemple, accordé à Brunson, à Powell, un peu à Gigi Barrea. Bon, en ce moment, il se trouve que Hardaway Jr. est blessé, mais pas depuis très longtemps. Du coup, on file un peu de temps à ce jeune Edwards. Franchement, dur à expliquer à quel point cette équipe est en souffrance à 3-14, hein, 3 victoires, 14 défaites. Il y a, ouais, la blessure de Valanciunas, mais il ne peut pas y avoir que ça quand même comme raison. J'invoquerai, puisque sur Touquet c'est vachement important, j'invoquerai le côté athlétique. En l'occurrence, le manque de qualité athlétique globale de cette équipe. Il manquerait un poste 2, je sais pas moi, un Covington, ou quelqu'un d'un petit peu solide en défense, d'un petit peu, qui soit un rock un peu, qui puisse opposer un peu de résistance physique. Voilà ce que je pense qu'il manque, donc on verra si c'est possible de le leur fournir fin d'année ou en cours d'année s'il y a une opportunité, on verra. On essaiera de jouer un petit peu à Mark Cuban, donc on voit bien qu'on est un peu en mode tanking hein, malgré nous. Hein. On est passé du coup là à 4-14 avec les Grizzlies. C'est un peu c'est un peu tendu, je suis un peu surpris, je m'attendais pas à aussi horrible au niveau des résultats. Puis en même temps, comme je vous disais, s'il faut être top 5, ben on va quand même croiser les doigts pour l'être. Top 5 de la future draft, bien sûr. Donc on voit que d'ailleurs, eux, ils vont pas être concernés par les premières places de la draft. A priori, les Timberwolves sont en tête. C'est une vraie surprise, mais en même temps, c'est peut-être lié à l'apport de leur rookie Clark, qui est une super pioche, à n'en pas douter. Et puis sinon, au niveau des stats, nos Grizzlies, Jackson, le triple G et Ja Morant sont finalement avec des stats assez honorables. Donc bah voilà, allez,
on se rassure un peu comme on peut. Dernier match des Sixers pour cet épisode-là. Une entrée en jeu pas tout à fait évidente. Tiens, on utilise notre petit système habituel pour Ben Simmons qui va, voilà, très joli move, aller chercher l'égalisation avec un grand Kobe White. Vous savez que John Wall étant blessé toute la saison, il a la voie libre au poste de meneur. Il a un Bradley Beal à côté de lui qui rate quelque chose d'important là sur cette action, puisqu'il avait la possibilité, pas de clore le match, mais en tout cas de faire quelque chose de grande avancée vers la victoire. Et puis Ben Simmons qui a raté un dunk qu'on n'aurait pas forcément soupçonné. Allez, il va falloir retravailler. Il reste une grosse dizaine de secondes. Le petit pic posé par McGee et la fin d'horloge des 24 a obligé Ben Simmons à shooter un peu de manière incertaine, quoi, un petit peu hasardeuse. Et derrière, on va gagner ce match. Comme quoi, quand tout va bien, tout va bien. 18 victoires, 2 défaites, c'est assez surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça pour ces Sixers qui caracolent en tête de l'Est. On voit notamment des Cavaliers avec donc l'apport de Reddish, et c'est tout, qui se débrouille plutôt pas mal, donc intéressant. Et puis en bas de la conférence, des Wizards, ils ont des blessures en plus de John Wall, des Raptors, Hornets, Heat qui sont un peu en souffrance. Voilà, donc je vous dis à bientôt. On fera des bilans aussi au niveau des votes pour les All-Stars, etc. À prochain épisode. Et on continuera à avancer cette saison. Bye bye.